Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le 22 février 2019 a été, pour les Algériens, l'annonce d'une mutation profonde, un changement radical, une vraie révolution, qui a balayé des statu quo, rompu des consensus tacites, bouleversé des équilibres. Une révolution qui n'est certainement pas spontanée, mais le découlement tout à fait cohérent d'une situation qui avait été exacerbée jusqu'à son point de rupture. Aveuglé par toute absence de réaction d'une société qu'il menait pourtant droit au mur, par ses excès, par ses violations des règles les plus élémentaires de la politique, par la corruption en profondeur de toute la société, par le non-droit institué en constitution, par la perversion des rares valeurs sociales qui persistaient au sein d'une société totalement dévoyée, par l'instrumentalisation d'une justice corrompue de fond en comble, de services de sécurité qui s'étaient mués en factions mafieuses, de chefs militaires qui s'étaient arrogés toutes les ressources du pays comme autant de chasses gardées, le régime ne se connaissait plus de limites, jusqu'à vouloir imposer des situations dont l'extravagance avait défrayé la chronique mondiale, jusqu'au jour où il commit l'outrance de trop, la reconduction à un 5e mandat pour un président qui venait de passer 20 ans à la tête du pays et dont le monde entier savait qu'il n'était plus qu'un légume, une façade institutionnelle de pure forme qui servait à sa famille et aux généraux qui la couvraient, pour régner en son nom, pour mettre le pays en coupe réglée. Du jour au lendemain, sans que rien ne le laissât prévoir, 20 millions d'Algériens ont investi la rue. Ils sont entrés en révolution, de façon absolument fabuleuse. La révolution populaire la plus pacifique jamais observée, alors qu'elle ne disposait ni de leader, ni de feuille de route, si ce n'était l'exigence de faire annuler ces élections et de ne plus en accepter qu'ils soient organisées par le même régime. Il se passa ce qui se passa. Les chefs de l'armée, qui jusque-là avaient toujours mis un soin particulier à se cacher derrière la façade civile, sortirent du bois et assumèrent ouvertement leur mainmise sur le pouvoir, sur tous les pouvoirs, sur tout le pays. Ils ne pouvaient pas restituer le pouvoir au peuple, hors de question. Même en milliardaires de dollars qu'ils étaient, pour certains parmi eux, ils ne pouvaient se permettre ce luxe de partir et de laisser leurs sombres secrets émerger à la surface. Ils ont donc joué le tout pour le tout. Ils ont néanmoins compris qu'il leur fallait, dans l'urgence, prendre 2 précautions. Isoler le peuple de toute solidarité internationale et semer en son sein les germes de la discorde et de tous les clivages imaginables, identitaires, régionaux, idéologiques. À l'international, le régime a réussi au-delà de toutes ses prétentions, puisqu'il a réussi à convaincre une majorité du peuple algérien que toute solidarité avec lui, des institutions ou des organisations étrangères, serait-elle représentante des peuples, était de l'ingérence, dont le seul but, leur disent-ils à ce peuple, de libyaniser ou de syrianiser leur pays. Par contre, l'autre stratégie du régime, qui a tenté de diviser les Algériens, n'a pas réussi, ou n'a pas vraiment réussi, malgré les moyens exorbitants et illimités qui ont été déployés pour cela, jusqu'à des appels presque directs à la guerre civile contre une région du pays, la Kabylie, qui a été chargée, pour la circonstance, des pires accusations, jusqu'à la collusion avec l'ennemi. Et c'est bien pour cela qu'une massive répression est en train de s'abattre en ce moment même sur l'ouest du pays, parce que le régime a besoin d'un seul bouc émissaire, la Kabylie.
si les autres régions font une jonction révolutionnaire avec elle, ce régime ne pourra plus la désigner à la vindicte de ces masses grises qu'il a réussi à tromper sur leurs propres compatriotes, qu'il a transformés pour la circonstance en autant d'agents de la main étrangère, qui ne cherchent rien d'autre qu'à faire disparaître l'Algérie et la remplacer par plusieurs entités à la solde, nous dit-il, du sionisme et du néocolonialisme. Mais ce qui a le plus freiné la révolution du 22 février et qui ne lui a pas permis de se déployer comme elle l'aurait dû, n'est pas dans la subversion dans la subvention et la contre-révolution du régime. Ce qui a gêné la révolution, vraiment, jusqu'à la garrotter, est l'indifférence de toutes ces foules grises qui ne se sont impliquées en rien, par rien, qui donnent au régime par leur passivité le couteau pour égorger l'avenir de leurs enfants, qui se laissent conduire placidement à l'abattoir de la conscience politique. C'est cette indifférence d'une partie importante du peuple algérien qui a permis à la junte de tenir contre la volonté populaire et d'imposer autant ces élections scélérates que leurs résultats, dont tout le monde sait qu'ils sont le produit de la fraude et du bourrage. L'indifférence des foules grises, les plus déshéritées, bien souvent, qui ne se sentent concernées par rien et qui ne s'engagent en rien, et la boue des sentiments, épaisse, impénétrable, qui se dépose dans nos tréfonds, dans les plis les plus glauques de notre être collectif, et qui, même agitée par les remous qui la traversent, finit toujours par se déposer encore et encore, qui s'agglomère et se solidifie jusqu'à étouffer toute germination, toute interaction et toute vivacité. Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète. Élections frauduleuses et réprobation générale. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, avec moi, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Parfait. Merci d'être avec nous, Brahim. Merci pour l'invitation, encore une fois. Alors, Hassan Zahraoui, sociologue. Hassan Zahraoui, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci à toute l'équipe de Le Maghrebia, merci de cette invitation. Merci. Et on salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et ma fille Leila. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Alors, avec nous depuis le Canada, Adel Jabbar, observateur politique au Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et puis un bonjour à vos invités sur le plateau et à notre peuple. Merci. Merci. Alors, donc voilà, les élections ont eu lieu, le 12 est passé, nous avons passé ce cap,
M. Tebboune est installé comme président de la République. Il y a un semblant de reconnaissance internationale très timide, pas unanime. Certains pays ne reconnaissent pas encore, d'autres font même des déclarations très comme le Macron. Hein, nous allons essayer de la passer tout à l'heure, très réservée, hein, très froide. Et donc au niveau algérien, c'est d'abord ça a été la douche froide. Hein, les gens, alors qu'ils s'attendaient, tout le monde savait qu'il y allait avoir une fraude, même si personne n'avait imaginé qu'elle allait atteindre ses sommets. Parce que de sources très sûres, très crédibles, qui nous sont parvenues, qui sont en train de filtrer un peu partout d'ailleurs, le taux réel est le même que celui qui a eu lieu dans la diaspora, environ 8%, le vrai taux. Et ils l'ont gonflé jusqu'à presque 40%. Et ils ne l'ont pas gonflé par le bourrage dans les urnes. Ils l'ont gonflé de façon électronique informatique, dans les consolidations et dans le QG central. Et ça commence à filtrer déjà des indiscrétions sur les opérations. Et donc, malgré ça, donc, M. Tebboune arrive. Hein, je vous fais un petit résumé comme ça pour que nous puissions en parler. M. Tebboune arrive et il commence à faire des déclarations. Et il dit tendre la main au Hirak, à la révolution. Et il appelle au dialogue. Et certaines voix, parce que c'était attendu, hein, l'une des techniques les meilleures sont ce qu'on appelle un cheval de Troie. Ça veut dire introduire une discussion byzantine, ou mieux encore une querelle et des ambitions au sein de la révolution qui vous fait face, qui tente de vous... Et là, ça divise le Hirak. Et donc il a demandé aux gens qui représentent le Hirak, alors qu'il n'en a pas, de venir négocier, pas de négocier, dialoguer avec lui. Et d'ores et déjà, des formations politiques, des personnalités, entre guillemets, commencent à s'exprimer pour dire, d'abord, ils essaient d'embellir un peu. Ils disent, non, nous, d'abord, on rappelle qu'on est contre ceci, cela, et puis ils disent, oui, à la limite, c'est possible qu'il y ait un dialogue, mais à condition. Et ils énumèrent quelques conditions superficielles par ailleurs. Hein, mais ils ignorent qu'en ce faisant, ils reconnaissent donc la légitimité de M. Tebboune, en tant que chef d'État élu de façon légitime par le peuple algérien. Et dans ce cas, nous, la question que nous nous posons, nous, quand je dis nous, je parle de moi, pourquoi dans ce cas n'ont-ils pas directement dialogué avec Tebboune? Pourquoi ont-ils refusé les élections? Pourquoi, à la limite, n'ont-ils pas présenté leur propre candidat à ces élections? Ça aurait été mieux que de négocier avec le candidat du régime qui a été élu frauduleusement. Pourquoi avoir attendu 10 mois? 10 mois? Pourquoi avoir laissé le peuple algérien battre le pavé pendant 10 mois à revendiquer la démocratie, madaniya machi askaria, pour enfin accepter de négocier avec un président fantoche qui n'est que la façade du vrai pouvoir en Algérie, qui est la junte militaire? Le pouvoir a fait semblant d'organiser des élections. Le peuple n'a pas fait semblant de ne pas voter. Absolument. Il n'a pas voté. Absolument, absolument. Et ça, ceux qui s'improvisent représentants de la Révolution le savent. Oui. Et néanmoins, y a-t-il des pressions sur eux? Ont-ils des ambitions? Que cherchent-ils? Alors que beaucoup d'entre ceux qui disent pourquoi pas et qu'ils se présentent comme des interlocuteurs valables ont été plus radicaux que les radicaux, pour certains d'entre eux. Oui, oui. Est-ce que la radicalité qu'ils exprimaient il y a encore quelques jours se transforme en allégeance? Parce que je crois qu'il y a des allégeances qui sont en train de se faire, et beaucoup ont cette phrase en tête, Paris vaut bien une messe. Et il vaut mieux se précipiter maintenant avant qu'il y ait trop de monde, avant la bousculade, quoi. Je crois qu'il va y avoir des génuflexions. D'accord. Je crois qu'il va y avoir, et il y en a. Mais en imitant la forme. Oui, mais bien sûr. On pose des conditions, en ceci, en cela. La génuflexion, c'est de demander des conditions, c'est de poser des conditions. Oui. Parce que tout cela, c'est vite. D'autre part, je crois que les partis politiques, tous, je viens de lire le communiqué du FFS, qui est vide de sens, à mes yeux, qui est vide de sens. Mais il y a une forclusion des partis. Les partis politiques dans ce pays, on l'a dit dans la dernière émission, sont fort clos.
le Hirak, comme disent, moi je dis la révolution, n'est pas représenté par les partis politiques qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Il n'est pas encore représenté pour le moment, par qui que ce soit. Non, parce qu'il est auto-organisé et, Oui. enfin, moi je l'ai dit. Nous en avons parlé la dernière fois. Oui. Il y a une auto-organisation de la révolution, il y a une autogestion de la révolution et les partis sont. Mais s'ils n'arrivent pas à générer ces vrais leaders, ces vrais représentants, vous voyez le danger que d'autres forces arrivent d'à gauche, à droite, des partis politiques, de la société dite civile, de personnalités dites politiques, etc., qui vont se substituer à cette représentation de la révolution, qui vont parler en son nom. Ça a commencé déjà, là, au point où les gens posent des conditions pour négocier. Ils disent même pas négocier, pour dialoguer. Et pas dialoguer avec le vrai pouvoir, avec l'armée, avec un président fantoche. Est-ce que le Hirak, s'il continue comme ça à ne pas se faire représenter, est-ce qu'il ne court pas le danger de se faire substituer le droit à la parole par des forces opportunistes? S'il est toujours dans l'indépendance et la coalescence, rester unis, tout cela, ça sera de l'écume. Ça sera de l'écume. L'essentiel de l'essentiel. Mais si ce n'est pas le cas? Non, mais je crois que ça sera le cas. Et parce que le régime il ne dort pas sur ses lauriers, il ne croise pas les bras, il est en train de travailler. Je crois que les Algériens, de façon générale, et on l'a vu le jour de cette fausse élection, de cette élection honteuse, on l'a vu, des régions, et quasiment toutes les régions, ont boycotté cette élection-là. Ont boycotté cette élection. Et on voit le régime qui veut encore une fois manipuler, s'acharne sur une région du pays. Nous allons parler, et justement c'est pour ça qu'il tombe à bras raccourcis sur l'Oranie, parce qu'il veut que la Kabylie reste le seul bouc émissaire. Absolument. Pour le charger de tous les péchés. D'une part. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait jonction entre les régions. Pour que le reste aussi des autres régions qui peut-être se disent pourquoi on tape sur le Oran et on laisse les Kabyles tranquilles. Oui, mais ça procède de plusieurs choses. Nous allons en parler. Hassan Zahraoui, d'abord au sujet de cette déclaration de M. Tebboune qui tend la main au Hirak, dit-il, et qui appelle au dialogue. Et nous connaissons tous ces méthodes du cheval de Troie qui consistent à infiltrer l'ennemi, à semer la division en son sein, et la zizanie, bien sûr, et certaines forces qui ont commencé déjà à se manifester pour dire oui, ce n'est pas à écarter de dialoguer, mais à des conditions. À votre avis? À mon avis, bon, déjà, c'est l'heure du questionnement, l'heure des interrogations, parce que 10 mois de manifestation et les élections ont quand même eu lieu, même truquées, même falsifiées, même etc. Elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu. Et ça, pour le Hirak, quand même, qui disait Makash Ntekhabat, c'est pas une défaite. Il ne faut pas la prendre comme une défaite. Mais quand même, c'est une leçon. C'est une leçon, parce que... Mais je sais. Ne nous y trompons pas. Le chiffre donné... Pardon, mais c'est pas... Oui. Le chiffre donné par le régime, de 40% de participation, c'est un chiffre faux. Le vrai chiffre, et on nous le confirme chaque jour davantage, est de 8%. Donc il n'y a pas eu d'intikhabat mal Sabat. Oui, non, mais Jamal, ils ne les ont pas empêchés. Parce qu'ils voulaient les empêcher, vraiment. Ils voulaient les empêcher. Ils n'ont pas réussi ce pari d'empêcher les élections. Elles ont même 8%, même 2%, même 1%. Oui, parce qu'ils, justement, c'est pour ça que je dis c'est l'heure du questionnement. Est-ce que la stratégie du Hirak est adaptée par rapport aux réactions, à l'adaptation du pouvoir qui a été surpris dans un premier temps? Il y a plusieurs temps dans ce Hirak, dans cette révolution. Je suis content d'être avec mon ami Ibrahim Younsi tout à l'heure en saluant. J'ai oublié de le saluer, mais je le salue et je suis content d'être avec lui sur ce plateau. Mais quand même, moi, je me suis interrogé quand j'ai vu que Tebboune a été, tout le monde, il a été coopté. Et on savait, tout le monde en disait, Mehoubi est le favori des sondages. Alors je me marrais quand je lisais Monde d'Afrique, dont on sait, il écrit des choses, et quelqu'un qui signait un pseudonyme qui disait, oui, finalement, ces élections, c'est mieux qu'une transition avec des risques, etc. Le Hirak a toujours été très clair. Est-ce que maintenant, est-ce que cette élection, c'est une victoire
du pouvoir, du système? C'est la question qu'il faut se poser. Non, pour le Hirak, j'ai toujours dit ici, Jamal Din, plaisir d'être avec vous ici. J'ai toujours dit qu'il y avait deux temps. La gestion du temps, il y avait le temps court et le temps long. Pour le pouvoir, c'était le temps court. Aller au plus vite, avoir un représentant. On avait une façade, une représentation, parce que obsédé quand même par le vide, parce qu'il était obligé de se mettre à nu. Voilà. C'était l'armée qui faisait des discours, qui puis je veux dire, on était dans le vide, les gens en prison. On était dans le vide constitutionnel. J'avais dit il y avait une crise de la représentation, une crise de la légitimité, et donc tout cela. Le Hirak, lui, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est une révolution. Le Hirak, moi, je l'appelle le mouvement révolutionnaire. Ce qu'il dit aujourd'hui, écoutez, il y a eu un président d'élu, mais ils étaient sortis quand même hier comme avant. Oui. Alors, parce qu'ils ont dit à l'avance, pour nous, le 12 n'est pas une fin en soi. Absolument. C'est le 13 que commencera la résistance. Absolument, mais ils sont toujours dans cette résistance. Oui. Le problème maintenant, effectivement, quand il y a le pouvoir, c'est la tentation du diable. Quand il y a le pouvoir, c'est l'ère des opportunistes, c'est l'ère des arrivistes, c'est l'ère de ceux qui se voient déjà au haut de l'affiche. Le dernier se voit consul, à défaut d'être ambassadeur. Donc, il va y avoir des postes à distribuer. Oui, il va y avoir des postes à distribuer. Ouais. Bon, maintenant, il dit le dialogue au Hirak. C'est vrai que cette situation, on est dans une situation quand même de bloc. Et ce n'est pas seulement, moi, de mon point de vue, l'état-major, contrairement à ce que disait un de mes amis sociologues, c'est un système global. Il n'y a pas d'un côté l'état-major et de l'autre côté le Hirak. Mais l'état-major est à la tête du système. Bien sûr, à la tête mais le système tient... L'état-major n'est pas un élément du système. Il en est la partie motrice et la partie... Il est la colonne vertébrale. Il est la colonne vertébrale. Et la pointe de la pyramide. Oui, la pointe de la pyramide, mais la pyramide, quand même, elle existe, elle est très importante. Bien sûr, bien évidemment. Le problème qui s'est toujours posé pour le Hirak depuis le début, Jamal, qui est en même temps à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'il n'y avait pas de délégués, il n'y avait pas de porte-parole, il n'y avait pas de représentants. Je l'ai dit, je le répète, un troupeau sans berger est potentiellement exposé au danger. Et une masse, et ce n'est pas le peuple que je taxe de troupeau, Dieu merci, moi je continue d'avoir confiance dans cette jeunesse, je continue d'avoir confiance dans ses capacités à résister, mais c'est vrai que maintenant la donne, elle change un peu par rapport à avant avant les élections, avant que le président, quelle que soit la forme comprise ces élections, trucage, l'électronique, le vote électronique, on l'avait déjà expérimenté sous Bush avec, quand il y a eu la Trump. Il y a une différence entre le vote électronique et la fraude électronique. Oui, bien sûr. Le vote n'a pas été électronique. Le vote s'est fait dans l'urne. Oui, je sais. Non, mais quand on utilise l'électronique, tout est permis. Du coup, on peut manipuler les chiffres, leur faire dire ce qu'on veut, etc. Donc là, de mon point de vue, donc le Hirak, ils sortent de paranoïa quand même, désigner un représentant, c'est se le faire kidnapper, à la limite, le mettre en prison, etc. Bon, c'est vrai que le pouvoir, lui, il a adapté sa stratégie, surpris au début. Je pense qu'au début, si les manifestations étaient quotidiennes, si il n'y avait pas, je crois qu'il y a quelque chose, parce que c'est normal, c'est un mouvement qui arrive comme ça, qui n'est pas spontané, aussi spontané qu'on le dit. Évidemment. Non, il a des racines, il a une profondeur, et j'ai l'impression que de l'autre côté, on n'a pas du côté du pouvoir, du système, on n'a pas compris que c'est la hogra, le mépris, le déni des droits qui a fait qu'on en est arrivé là. Vous n'avez pas assisté à l'introduction que j'ai faite, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait d'accord. Justement, Jamal, des fois, on peut avoir des divergences, mais on a aussi... Mais la logique... Et la logique, elle est là. Donc, il n'y a pas... le problème, c'est que du côté du Hirak, il y a ce sentiment de la toute-puissance, c'est-à-dire que c'est vrai, parce qu'il y a une masse, il y a une foule. J'ai toujours dit que le rapport de force était en faveur du Hirak. Mais la force, le Hirak ne l'a pas. Et du coup, comment le Hirak montre ses limites? Déjà, quand on arrête les prisonniers d'opinion et qu'ils n'arrivent pas à les faire libérer. Déjà, quand on a vu... C'est parce qu'il s'est confiné bien dans sûr. Une attitude pacifique. Oui. Il a refusé l'affrontement. Mais
Jamal, je maintiens que le pacifisme est fondamental et surtout pas que ceux qui allument le feu, ceux qui sont là pour allumer le feu en disant il faut passer aux armes ou des choses comme ça, moi je dis non, ça serait dangereux. Mais on essaie d'expliquer, de comprendre. Eh bien, donc oui, c'est parce que le pacifique, mais n'empêche, ils les ont arrêtés, n'empêche qu'ils ont demandé Tnhaouga, j'ai toujours dit où commence ou Tnhaou, où finit le gars, donc du coup, ils ont voulu. Et à un moment donné, bien sûr, les prisonniers d'opinion, le pouvoir arrête. Donc il y a un climat de peur, parce qu'on avait parlé au téléphone de qu'est-ce qui a amené les gens, certains, bon, même on va y arriver, on va y arriver. Donc je dis, donc je vais pour laisser la parole à mon ami Ibrahim, c'est qu'il a une force, c'est qu'il a découvert l'unité, il est fort, il est puissant. Oui, pour la première fois. Ouais, ce sentiment de toute puissance, il faut qu'il le mesure, parce qu'il faut on est dans un rapport de force. On n'est pas dans une puissance autocentrée, on est dans un rapport de force avec un pouvoir qui, lui, a une expérience de la gestion des crises, de la gestion du peuple, etc. depuis... Et de la subversion. Et de la subversion. Et de la contre-révolution. Et de la contre-révolution. Et restez avec nous, nous allons demander l'avis de notre ami Adel Jabbar. Adel Jabbar sur d'abord... cette sortie du régime qui parle de dialogue, donc il commence à... Il parle pas. Et c'est le nouveau président élu, hein, dont tout le monde sait qu'il a été élu par la fraude et le bourrage des urnes de façon électronique. Il a été élu à plus de 58% par 5 millions d'électeurs. Et donc il dit vouloir tendre la main au Hirak, à la révolution, et à vouloir dialoguer, qu'il n'y avait pas de limite au dialogue, etc. Et certaines forces, enfin quand je dis forces, certains partis politiques, certaines personnalités politiques, certains acteurs politiques commencent à parler, bien sûr pour présenter les choses, d'abord de conditions qu'ils mettent ou qu'ils mettraient, et ils en arrivent à accepter, entre guillemets, de dialoguer. Oui. Alors, votre avis sur la question, est-ce que c'est normal qu'on puisse être du côté du Hirak pour refuser toute forme d'élection, puis à la fin accepter de dialoguer avec le produit de la fraude? Rien n'est normal dans un pays qui a raté l'histoire en 62. Aujourd'hui, s'il faut faire un procès, il ne faut pas faire le procès du Hirak. Ne faites pas le procès de la victime au profit du bourreau. Si nous avons à faire un procès aujourd'hui, c'est celui de la junte militaire, de la dictature, qui est dans l'illégitimité, dans le coup d'État permanent, dans le putsch permanent depuis 1962. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la planète entière, grâce à la technologie, est témoin qu'en Algérie, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un scrutin. C'est comme un jeu de bingo ou de loto qui a concerné une équipe de 5 candidats qui en réalité représentaient le pouvoir. La meilleure preuve, c'est que quand Tebboune est sorti, pour moi, ce n'est pas mon président, il ne le sera jamais, c'est le président de la junte. Cette junte militaire a été dans l'outrance, dans le défi et dans l'utilisation de la violence. Elle n'a utilisé que la violence depuis 1962. Elle n'a utilisé que la force brutale et brute pour s'imposer à ce peuple. Aujourd'hui, le Hirak ou la révolution ou cette jeunesse révoltée a été trahie non seulement par ce pouvoir illégitime, mais aussi par ses élites, entre guillemets. Ce mouvement révolutionnaire extraordinaire a transcendé des partis politiques qui n'ont jamais rien représenté, y compris ceux de la mangeoire du pouvoir. Les pseudo-partis d'opposition n'avaient absolument aucune audience dans la rue, on ne les voyait pas, à l'exception de 1 ou 2 petits partis qui n'avaient pas d'ancrage social. Donc aujourd'hui, reconnaître un voleur qui vient rentrer chez vous par effraction, qui vous attend avec une mitraillette pour vous dire oui, on négocie le partage de votre logement, je vous donne les toilettes ou la salle de bain, si vous êtes un peu chanceux, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement exagéré. Moi, je suis quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais le pouvoir de la force,
le pouvoir de la brutalité. Je vis dans un pays démocratique. J'aurais souhaité que l'Algérie, mon pays d'origine et le pays de mon cœur, puisse permettre aux Algériens de vivre librement, dignement, dans l'honneur, dans le respect de la citoyenneté et dans le respect des droits humains. Au sujet de ces forces politiques, de ces acteurs politiques, de ces personnalités politiques qui commencent à frétiller de la queue et à se bousculer au portillon pour dire oui, il y a possibilité de dialoguer avec... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens ont dit être contre ces élections parce qu'elles savent qu'elles étaient truquées par avance, au point où elles n'ont pas présenté leur propre candidat. Et aujourd'hui, elles viennent nous dire oui, on peut discuter avec le produit de la fraude, et dont tout le monde sait qu'il n'est qu'un président fantoche, et que derrière lui, il y a les vrais décideurs qui sont les chefs de l'armée. C'est ça que je ne comprends pas. Comment pouvez-vous envisager, Adel Jabbar, le fait que des gens qui se disaient du Hirak et de l'opposition nous proposent aujourd'hui d'aller dialoguer avec ces gens? Mais c'est des gens qui sont dans un déni de réalité, c'est des opportunistes politiques, ils n'ont jamais rien représenté. On voit aujourd'hui le patron de leur APM qui était dans le Hirak des premiers temps. Puis quand il a vu le vent tourner, on lui a offert une carotte, il a sauté pour pour prendre un poste inespéré qu'il n'aurait jamais rêvé avoir de sa vie. Il est président de l'Assemblée nationale populaire de la junte. Les partis politiques, on a vu les retournements dans les années 92. On a vu les retournements avec l'arrivée de Bouteflika. C'est des gens qui sont dans la légence la plus totale. C'est au plus offrant. C'est des gens qui sont prêts à vendre leur âme, leur dignité. Ils n'en ont plus. Ils ont un minimum syndical d'honneur qu'ils ont déjà perdu. C'est pourquoi ils ont été transcendés par cette nouvelle génération du 22 février, qui ne les reconnaît pas du tout. Mais est-ce qu'en se faisant, ce régime, Adel Jabbar, est-ce qu'en se faisant, en lançant une telle initiative, est-ce qu'il n'a pas vraiment opté pour cette méthode de cheval de Troie qui va très certainement diviser le Hirak? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Les jeunes Algériens d'aujourd'hui ne nous ressemblent pas du tout. Je vous ai dit la dernière fois, c'est une jeunesse qui est née avec la technologie de l'information, qui est née avec Internet. Sa mémoire ne sont pas les discours du FLN et du RND. Sa mémoire, c'est Google. Une simple touche et ils vont sortir toutes les crasses de tous les criminels et les voleurs et les bandits qui se sont succédés depuis 1962 jusqu'à 2019. Donc, ils ne les croient pas. Les Algériens sont très sceptiques à ce pouvoir-là, tant et aussi longtemps que ce pouvoir-là essaye de gérer ce pays-là par la force. Oui, mais Adel Jabbar, peut-être ai-je mal posé la question. Ce régime vient de lancer à travers son président, c'est le président du régime, ce n'est pas le président algérien, il vient de lancer une initiative en direction du Hirak, comme ils disent, de la révolution. Et les seuls qui ont répondu maintenant, ce sont des personnalités, des partis politiques qui faisaient partie néanmoins de ce Hirak. Et ils se sont dit disposés à aller vers ce dialogue, néanmoins, bien sûr, la forme qu'ils ont mis devant, les conditions, ceci, cela. Est-ce que cette initiative ne risque pas de diviser le Hirak de façon tangible, concrète? On n'en est plus au plan des principes et des professions de foi. Sur un plan tangible, est-ce que ça ne risque pas d'être un gros pavé dans la mare du Hirak? Sauf la seule petite question que je poserai, est-ce que ces gens-là qui répondent à l'offre, non pas politique, mais l'offre d'allégeance du pouvoir, représentent en réalité quelque chose? Moi, pour ce qui me concerne, je pense et je crois que les seuls qui ont une légitimité sont ceux qui disposent de la légitimité populaire. Des gens qui sont capables de sortir dans la rue, de se frotter au peuple, de rester avec le peuple, d'être admis, d'être plébiscité par le...
Sortez Karim Tabou de prison, vous allez voir comment que ça va se passer. Ça, c'est un monsieur qui est légitime. Sortez Bourga, vous allez voir 1 million de personnes autour de lui. Mais qu'on ne me ramène pas des pantins et des frottins de partis politiques qui n'ont même pas une base de 100 personnes et qui vont faire l'Europe. On connaît ce type de... Ça, c'est comme ceux qui ont cru aux accords mais ceux qui acceptent de négocier, de dialoguer plutôt, de papoter, sont déjà en train d'essayer de récupérer le gros otage pour dire pour que nous puissions dialoguer avec vous, libérer d'abord les détenus politiques. Vous voyez un peu comment ils jouent à ça. Oui, mais est-ce que ces gens-là ont une crédibilité? Moi, je suis des sceptiques. J'ai 70 ans aujourd'hui. Je me mets dans la peau d'un jeune de 20 ans. Il ne les croit pas. C'est des gens qui sont là, ils font du business. Ces politiciens que nous avons en Algérie, ils sont dans le business. Ils sont c'est des CV qui sont en train d'offrir au pouvoir pour dire nous sommes là, prenez-nous. Moi j'ai dit, les bandits sont en prison. Il y a d'autres bandits qui sont en train de tenter de les remplacer. Rien ne changera tant qu'il n'y a pas une légitimité populaire, tant que ce n'est pas le peuple qui aura le libre choix de choisir ses représentants, d'élire son président, d'élire ses ministres et ses députés, rien ne changera dans ce pays-là. On restera dans l'anormalité absolue. Et restez avec nous. Restez avec nous, Adel Jabbar. Notre intervention sur cette question avant de passer à la suite. Vas-y, Ibrahim, vas-y. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Adel Jabbar, globalement. Oui. Je l'ai dit un peu avant. Oui. Il a parfaitement raison. La révolution est intacte. Elle n'est pas du tout fissurée. Et les gens continuent leurs actions. D'abord, pourquoi cette élection? Entre guillemets, pourquoi cette élection? C'est pour que la partie militaire qui a le vrai pouvoir ne soit plus visible. Pour qu'elle ait une façade, pour la cacher. En principe, elle a toujours une façade. Oui. Cette fois-ci, elle ne l'a pas eu. Elle l'a perdue, malgré elle. Mais là, elle vient de la retrouver. Non, non. Il y avait une façade dite constitutionnelle. Ben Salah était la façade civile constitutionnelle. Oui, parce que le président provisoire, issu de l'article 102, d'ailleurs qui est anticonstitutionnel, est dans une situation de santé très difficile. Très difficile. Non, mais lui-même, lui, était inconstitutionnel. Oui. Parce que son mandat avait été prolongé en violation de la Constitution. Oui. Le problème, c'est que l'état-major a peur et avait peur de se retrouver totalement face à un vide. Face à un vide, d'une part, et face à la révolution. Constitutionnel. Et face à la révolution. Oui. Il leur fallait absolument cette façade, comme vous dites, parce que le président Ben Salah, dit président Ben Salah, est dans une situation de fin de vie. D'accord, mais maintenant qu'ils ont Tebboune. Ils ont Tebboune qui est issu de la fraude électorale. Oui, bon. Mais d'une fraude jamais vue en Algérie depuis 62. Tebboune me rappelle la main de Boudiaf en 1992. Oui. Je vous tends ma main. Oui, mais c'est autre chose. Symboliquement. Boudiaf était un homme sincère, Boudiaf était un homme intègre. Symboliquement. Symboliquement. Oui. C'est la même main. Oui. C'est je vous tends ma main et la main n'a pas été prise. Mais d'autre part... Moi, je ne suis pas d'accord parce que Boudiaf tendait vraiment la main. Lui ne pensait pas obéir à des généraux. Il s'est fait rouler. Par contre, celui-ci, il sait qu'il est le fantoche des généraux. Bon, ce n'est pas la même chose du tout. Tebboune n'est pas Boudiaf. Ouais. Ni même ses intentions. Oui, non, mais Tebboune n'est pas Boudiaf. Boudiaf, c'est l'histoire. Ouais. C'est l'histoire. N'en parlons pas. Je dis symboliquement. Symboliquement, il répète ce que Boudiaf a dit. Je t'en même. D'autre part, dans cette révolution, il y a un élément, à mes yeux, fondamental. D'accord. Et je n'ai pas la raison de parler de la jeunesse, mais de son avant-garde des étudiants. Oui. La jeunesse, aujourd'hui, c'est elle qui est engagée dans cette révolution. Et la jeunesse, dans tous les pays du monde, et singulièrement dans des pays comme le nôtre, sont considérés comme la classe dangereuse. Pour le pouvoir, pour le régime. Bien sûr, pour les systèmes de ce type. Ouais. C'est la classe dangereuse. Et sur l'ensemble du monde, et singulièrement chez nous, c'est la classe historique.
c'est devenu la classe historique. Oui. Et les étudiants particuliers sont devenus cette jeunesse d'avant-garde qui ira jusqu'au bout. Mais imaginez un instant qu'à l'instar des personnalités politiques qui ont commencé à s'exprimer, quand je dis personnalité, c'est parce qu'elles se donnent ce titre, hein, de certains acteurs politiques qui ont commencé à dire oui, mais pourquoi pas, pourquoi que ce ne serait pas possible au sein des étudiants, au sein de certains avocats, au sein de certains universitaires, au sein de certains syndicats. On trouve des gens de ce type, des opportunistes partout. Et je ne dis pas que ça va tuer le Hirak, c'est ça que la question que je n'arrive pas, à laquelle je n'arrive pas à obtenir de réponse. Est-ce que demain, si des voix et d'autres discordantes pourraient s'engager dans ce fourvoyer, dans ce traquenard qui est en train de leur tendre le régime, est-ce que ça ne pourrait pas mettre en péril le Hirak? Certainement pas. Non. Certainement pas. Certainement pas. Moi, je ne considère pas que cette révolution est en péril et en danger. Je n'y crois pas du tout, je n'y crois pas une seconde. Je vais vous dire ni par ses implications, ni par cette fameuse indifférence dont nous allons parler tout à l'heure. Oui. Et je vais vous dire une chose qui est sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a l'application Yassir, qui, dans les dirigeants, ont félicité le président, entre guillemets, élu. Eh bien, tout le monde demande le boycott de cette application. Et il faut boycotter cette application. C'est d'une importance, et c'est souvent aussi des jeunes et des moins jeunes qui demandent des voitures, des taxis, etc. par cette application. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des réactions à tous ceux qui ont apporté leur soutien et tous ceux qui ont félicité Abdelmadjid Tebboune. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des actions et des réactions à tous ceux, y compris ceux qui voudraient aller dialoguer. Ils vont dialoguer au nom de qui? Au nom de qui? Quelle légitimité? Eux, ils se donnent la légitimité de parler au nom du peuple. On est déjà passé par là. Je crois que c'est la même supercherie, c'est la même fraude, c'est la même arnaque, parce que certains ont reçu et ont dialogué avec Karim Younes. Oui, c'est vrai. Ils répètent. Oui, mais là, c'est autrement plus sérieux. L'affaire de Karim Younes, c'est une petite farce. Oui, mais des gens, s'ils ont joué. Pas ça, j'allais dire. Si ces gens-là, qui aujourd'hui appellent ou veulent aller au dialogue, sont tombés dans le piège d'une petite farce, c'est que les gens ne leur font pas confiance. C'est une question de confiance. Qui fait confiance dans ces partis et ce pseudo-personnalité dont vous avez parlé? Alors, M. Zahraoui, sur cette question, on passe à autre chose? Oui, on passe à autre chose. Alors. Non, je passe juste un mot sur cette question. Je crois que, comme disait Brahim, comme disait l'intervenant Al-Jabbar, je pense qu'il ne représente pas vraiment le Hirak, même s'il s'autoproclame, c'est de l'autoproclamation. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, Djamaldine, vous qui êtes perspicace et des analyses fines, il ne faut pas oublier que un mouvement de cette ampleur peut être infiltré. Il peut y avoir des gens qui n'étaient pas, déjà, dès le départ, pas sincères. Absolument. Déjà, des infiltrants. Et moi, j'ai dit... Ça veut dire l'infiltrant va discuter avec ses infiltrés. Voilà. Moi, je l'ai dit sur ce plateau. J'avais dit que c'est l'ère des opportunistes, l'ère des complotistes, l'ère des manipulateurs. Donc, dans un mouvement aussi énorme, comme vous parlez à un sociologue, automatiquement, enfin, c'est presque, ça va de soi qu'il y ait toujours... C'est pas un corps homogène, le Hirak, complètement. Absolument. Mais par contre, l'écrasante majorité, et là, je rejoins les deux intervenants, nos deux amis qui sont intervenus préalablement, c'est que nous avons affaire à un phénomène générationnel. C'est une jeunesse, et quand on dit c'est une minorité qui manifeste, etc., il suffit de regarder les chiffres, mais sachez quand même, si vous enlevez les bébés, si vous enlevez les gens qui ne peuvent pas sortir, si vous savez que 30% de la jeunesse algérienne a moins de 15 ans, eh ben vous avez le chiffre qu'il y a dans la rue, eh ben c'est le peuple presque dans son intégralité. Disons 90%, 80%. Ah, il y a une grosse marge de population que vous avez oubliée dont nous allons parler. Oui, je sais. Les foules grises. Oui, mais celles bien qui n'ont pas de couleur idéologique, qui n'ont pas de couleur identitaire. Si, elles ont tout. Quand on n'a pas de couleur idéologique, Jamal, on a une certaine... On est pour le conservatisme, on est pour pas le statu quo. Pas nécessairement. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Je peux enchaîner sur ça. Nous allons en parler. Cette
grise que vous appelez. Dans un mouvement... Masse grise, ce n'est pas péjoratif, je tiens à le préciser. Bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des catégories de la population qui ne se distinguent pas par un quelconque engagement, qui restent incolores. Mais et qui peuvent tomber d'un côté comme de l'autre. Généralement, c'est des appoints. Oui, mais en fonction du vent. Mais c'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment neutres. Vous avez utilisé le mot indifférent. Ce n'est pas tout à fait le mot indifférent que j'utiliserai. C'est de l'opportunisme, tout simplement, et surtout... Pas toujours. Oui, non, pas toujours. Mais pas l'opportunisme au sens où on l'entend, c'est-à-dire l'opportunisme face aux situations. C'est-à-dire que la situation est favorable d'un côté, on y va, la situation est défavorable, on Alors, je précise ma question au sociologue que vous êtes. Moi, je parle de ces catégories de la population qui se trouvent généralement dans les régions les plus déshéritées et qui sont généralement prises en otage, soit par leurs potentats locaux au nom du tribalisme, soit par les deux partis de maison, FLN-RND, qui sont généralement chapeautés par les mêmes potentats locaux et qui donc utilisent Rachim, ça veut dire leur foule, leur petit peuple. Et généralement, ce peuple va voter quand on lui dit de voter. Il ne va pas voter quand on ne lui dit pas de ne pas voter. Il ne sait pas pour qui il va voter. Ce sont des populations, malheureusement, au regret d'utiliser ce terme très colonialiste, des populations, qui ont été sciemment maintenues dans l'ignorance de leur propre État, à qui on ment, à qui on fourgue des idéaux éculés, les chouhada, le moujahidine, celui qui attaque l'armée est un sioniste, les populations que vous voyez là, ils ont brandi un drapeau à Mazir, ça veut dire c'est le drapeau de Bennett, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est juif, qui ceci, et donc ces gens, ces masses grises qui sont là, ils ne savent même pas quel est l'enjeu. Parce qu'elles ne sont pas mises au courant. Les télévisions du public sont abrutissantes. Ça veut dire c'est pas une question d'opportunisme. Ça veut dire je vote parce que je vote pas parce que. Le mot opportunisme, c'est pas au sens où vous l'entendez. J'ai dit en fonction des opportunités, il s'agisse. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience politique. Tout le monde n'a pas le même niveau d'intérêt par rapport au changement. Parce que le changement, ce que fait le Hirak, c'est une véritable révolution. Elle est conduite par une génération. Mais il faut savoir que dans les petites localités, puisque vous posez la question aux sociologues, il y a des réseaux d'interconnaissance. Si Brahim est député, il connaît l'ensemble des personnes. Du coup, elles hésitent à aller contre Brahim parce qu'ils sont tenus les uns les autres. Mais il ne faut pas oublier aussi que le pouvoir, le système, le régime, appelez-le comme vous voulez, les autorités ont créé du clientélisme également. Ce qui compte, c'est qu'il y a une clientèle. On ne peut pas dire que 100% des Algériens sont contre le pouvoir parce qu'il y a tous ceux qui bénéficient d'un certain nombre de parlons pas de privilèges, les privilèges, c'est une minorité qui en bénéficie. Mais en tout cas, au moins des moyens pour vivre et survivre, voire survivre même. Des alliés naturels dans toutes leurs strates. Voilà. Depuis le parkinger jusqu'au milliardaire en dollars. Naturels, et vous savez, ils ont toujours deux phrases. Mais celles-là ne sont pas opportunistes. Celles-là ne sont pas indifférentes, ces couches-là. Celles-là sont arrangées du côté du régime. Oui. Moi, je parle d'indifférence, ça veut dire qu'ils ne sont ni pour ni contre. Mais les gens qui sont indifférents, Jamal, il y a plusieurs facteurs. Parce que d'abord, il n'y a pas une catégorie d'indifférents. Ils sont indifférents pour de multiples raisons. Absolument. Il y a des gens qui sont indifférents tout simplement parce qu'ils laissent le cours des choses, presque par fatalisme. Ils laissent aller par... C'est de ces gens-là que je parle. Oui, par fatalisme. Des gens qui n'ont pas voté, mais qui ne marchent pas dans les manifestations. Ils sont ni là, ni là. Non, Et je considère que c'est cette catégorie de la population qui a en quelque sorte fait gripper un peu la révolution.
Oui. Moi, je dis les choses comme elles sont, même si ça doit fâcher. Hein. Oui, oui, non, mais écoutez, Jamal, nous débutons la démocratie, si je peux dire. Chacun exprime ce qu'il a envie, ses opinions. Mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils aient grippé la révolution. Je pense qu'ils ont peut-être effectivement, par leur indifférence, par leur, si vous voulez, laissant les trains passer, laissant les choses aller comme elles vont, parce qu'il faut interroger, et on manque d'enquêtes empiriques, de terrain, pour savoir ce que pensent véritablement ces personnes. Il y a des gens qui ont été traumatisés, ça dépend de l'âge, des catégories qui ont été traumatisées par la décennie noire et qui se disent on ne veut pas à nouveau le chaos. Donc, mettons-nous de côté. Absolument. Et il y a les gens qui sont dans le clientélisme. Là, ce n'est pas de l'indifférence. Non. Là, ce n'est pas de l'indifférence. Oui, bien sûr. Là, c'est du trauma. Oui, et du trauma. Oui, mais le trauma peut entraîner... C'est de l'indifférence totale, j'y crois pas. Moi, Jamal, comme sociologue, l'indifférence totale, non. Peut-être, il y a toujours un individu, quel qu'il soit, a toujours un minimum de capacité de réflexion dû au statut qu'il a, dû à la situation qui est la sienne, et il a un certain niveau en fonction de justement de ses attentes, de ce qu'il reçoit, de ce qu'il veut recevoir. Et donc il y a une multitude de personnes dans ces cas-là. C'est vrai qu'ils peuvent avoir un peu gêné le mouvement, le tsunami du Hirak. Ça peut jouer, c'est important. Vous êtes plus modéré et plus vrai que moi. Oui, plus modéré, parce que je vous connais Jamal depuis le temps, c'est bien, les deux ont fait complémentarité. Moi, je joue à la mouche du coche. Oui, bien sûr. Mais ce qui est néanmoins certain, c'est que ce Hirak, ce Moussou Antamazir, moi je l'appelle mouvement révolutionnaire. Il est conduit par une jeunesse, quelle que soit cette masse. Hirak est un mot Mazir? Non, j'ai dit Moussou. En Amazir, Hirak, ça veut dire Moussou. Oui, Moussou. D'accord. Voilà. Mouvement. Mouvement. Mais moi, je l'appelle mouvement révolutionnaire, tout simplement. C'est le cas. Et parce que qui dit révolution dit changement de gouvernance, changement des fondements, création d'une nouvelle république, d'un état de droit. On en est loin. J'ai toujours dit que le changement... Mais ça avait commencé. Oui, ça avait commencé. Une révolution a un début, d'abord. Non, Jamal, dans un moment de surprise, vous, moi, même un boxeur, j'aime bien cette image parce que j'en ai fait. Si vous êtes surpris, dès que vous entrez sur le ring, dès le premier round, vous êtes surpris. Et l'autre peut vous mettre KO. Au début, quand c'est arrivé, il y avait un tel enthousiasme. Moi, j'observe, je suis un observateur, mais en même temps impliqué. Ce n'est pas un observateur dégagé, impliqué, engagé, mais au sens noble du terme. Je vois qu'il y avait un enthousiasme énorme. Et puis, petit à petit, y compris à la République, je vois des gens que je ne vois pas. La place de la République où se réunissent les Algériens de la diaspora parisienne chaque dimanche. Oui, et j'ai vu des gens d'un enthousiasme extraordinaire, des personnes jeunes même, qui venaient au début. Tout à coup, retrait. Pourquoi? Parce que beaucoup croyaient que le changement se fait, boum, tac, du jour au lendemain, et il n'y a plus personne. Moi, je leur ai dit, attention, ayez conscience des réalités. Un changement, ça demande beaucoup de temps, surtout un changement révolutionnaire par rapport à un système qui dure depuis 57 ans. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais cette jeunesse qui porte le flambeau, celle-là, il faut l'investir de toute sa confiance, y compris les étudiants. C'est eux le porte-drapeau de cette révolution. C'est le cas en ce moment. Brahimi aussi sur cette indifférence dont je ne sais plus qui a dit que l'indifférence est la boue des sentiments. Vous employez un mot, c'est le mot sentiment qui est important. Parce qu'on va jouer sur les sentiments. On joue toujours sur l'irrationnel dans ces cas-là, toujours. Mais je crois que Abdelmajid Tebboune, c'est le cheval de Caligula. Vous connaissez l'histoire de Caligula? Non, dites-la nous. C'est l'histoire de Caligula qui aurait voulu nommer son cheval consul. Alors, Abdelmajid Tebboune, c'est le cheval de Caligula. Et Caligula, en l'occurrence, c'est qui? C'est un... Gaïd Saleh. Mais oui, c'est Gaïd Saleh. Je crois que cette zone grise dont vous parlez,
Elle existe indéniablement et elle Bien existe sûr. dans toutes les sociétés. Dans toutes les Absolument. sociétés, mais en des proportions plus ou moins importantes. Oui, mais chez plus nous- les sociétés sont évoluées, et moins cette proportion est importante. Ça dépend. On peut trouver dans les sociétés Je évoluées- ne parle pas de sociétés développées sur un plan Oui, comme mais aux même États-Unis, culturellement, pas de la oui. société développée Oui. sur un plan culturel. Oui, même culturellement. C'est Il y ce avait que des Marx gens appelle l'aliénation. L'aliénation, oui. L'aliénation. L'aliénation, elle existe dans toutes les sociétés. Brahim, voilà. Cette frange-là de notre société qui existe, et elle a toujours existé, elle a toujours existé, elle est infiniment minoritaire. Vous pensez? Oui, infiniment. Moi, je suis frappé, je reviens à la jeunesse, parce que je Vous pensez que la masse dite grise, Oui, indifférente, elle est infiniment qui ne minoritaire. s'engage pas, qui ne vote pas, Elle est qui ne boycotte pas, elle est infiniment elle est minoritaire? infiniment minoritaire. Elle est Vous infiniment- m'étonnez, franchement. Aujourd'hui, depuis le 22 février, elle est infiniment minoritaire. Je ne crois pas que l'ensemble de cette couche-là, Oui. qui effectivement peut tomber d'un côté comme de l'autre, Oui. Ou rester au milieu. oui, bon, ceux qui restent au milieu, ils restent au milieu. D'accord. Bon, c'est autre chose. Mais ceux qui sont tentés, entre guillemets, d'aller serrer la main de Tebboune, c'est une infime minorité. Moi, je suis... Là, ce n'est plus là, ce n'est plus de l'indifférence. Oui, mais- Moi, je parle, pour le moment, on va arriver à ces gens. Oui, Mais moi, je parle des gens qui ne s'engagent ni à gauche ni à mais droite ceux-là- et qui deviennent un poids Ceux-là, dont oui. se servent les uns ou les autres. Oui, ben oui, mais s'ils se servent d'eux... Certains c'est pas- parlent au nom du peuple, dont ces indifférents qui ne les écoutent même pas. Oui. Mais D'autres négocient au nom de n'oublions pas, cette parce que catégorie. vous en avez parlé tous les deux il y a un instant. N'oubliez pas qu'avant le 22 février ou avant le 16 février, on a toujours dit que ce peuple était gavé et ne bougera pas. Parce qu'on l'a gavé, on l'a acheté, etc. Anesthésié. Anesthésié par ce qu'il reçoit. Bon, Oui, absolument. je crois qu'il a donné la preuve. Oui. Et moi, je suis très subjugué par la jeunesse algérienne. Oui. Je suis très admiratif de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils font. Ils ont une conscience de la situation que ces hommes politiques dont vous avez parlé tout à l'heure n'ont pas. Alors qu'ils ont une expérience, entre guillemets, de 30 ans et de 40 ans de militantisme, je mets ça aussi entre militantisme guillemets. politicien. Oui, oui, je mets, et encore, de militantisme alimentaire. Ah, vous êtes cruel. De militantisme sévère, alimentaire. ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, Ah oui, oui, oui. si vous avez remarqué hier, j'ai suivi moi, la conférence de presse d'Abdelmadjid Tebboune. Il a parlé il a dit que des jeunes de 26 à 27 ans seraient nommés au gouvernement. Oui. Il s'adresse à cette jeunesse pour la corrompre. Oui. Pour la corrompre. Et c'est aussi un cheval de Troie. Non, oui, Pour mais diviser cette oui, jeunesse. mais les jeunes étudiants, et vous les avez eus, les jeunes étudiants, et vous en avez eu des représentants d'une conscience politique Oui. extraordinaire. Oui, oui, absolument. Extraordinaire. Absolument. Et qui sont convaincus et déterminés. Mais ceux qui vont accepter, Que- Brahimi aussi, oui, mais ça sera- ceux qui vont accepter Mais ne sont pas ceux dont vous n'oubliez parlez, pas. mais ce sont des jeunes qui sont quand même engagés ou pseudo-engagés dans le Hirak. N'oubliez pas Et qui que- vont accepter. N'oubliez pas que dans toutes les sociétés, Oui. il y a des collaborateurs, il y a des harkis, il y a des gens qui passent à l'ennemi. Ça fait partie de la vie. Oui, mais au final, ce sont ceux qui restent déterminés, ceux qui continuent de se battre. Et cette révolution, parce qu'elle ne doit pas être faite à moitié, si elle est faite à moitié, on aura creusé notre tombeau, comme disait Saint-Just. Oui. Et je vois dans cette révolution l'aboutissement de ce que tous les Algériens, même cette masse grise, espèrent inconsciemment. Ceux qui sont sur le terrain sont conscients de ce qu'ils font. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Ce n'est pas par mimétisme qu'ils se sont mobilisés. Ce n'est pas pour faire comme le voisin qu'ils sont. Je crois qu'il y a une conviction. Il y a une vraie conscience politique. Absolument. Adel Jabbar, sur cette question de l'indifférence de ces fameuses catégories sociales qu'on qualifie généralement de masse grise, dans ce sens, ce n'est pas péjoratif, hein, dans ce sens qu'elles ne se définissent pas, qu'elles ne s'engagent pas, qu'elles servent
de matière, j'allais dire, aux uns et aux autres qui la revendiquent, qui disent la représenter. La masse grise, d'abord qui doit être minoritaire ou qui doit être marginale, elle ne représente pas du tout cette nouvelle génération. Moi, je reviens à dire, pour reprendre un petit peu ce que disait Cheikh Houssine, je suis de ceux qui disent que le fait que le Hirak n'était pas homogène est une énorme chance pour cette révolution, parce que c'est comme un oued qui charrie toutes les saletés et qui finit par les évacuer. Après 10 mois d'incessantes manifestations, revendications, nous avons expurgé, ou le Hirak a expurgé de son sein tous les chevaux de Troie ou tout le cheval de Troie qui était incrusté. Les gens ont fini par laisser tomber le masque et ils ont rejoint les rangs qu'ils ont servi tout le temps. Moi, pour revenir à cette révolution-là, moi je m'inscris dans la logique de cette jeunesse. Notre jeunesse, comme j'ai dit, est une jeunesse qui est née avec la technologie de l'information, avec Internet. Elle ne peut pas rester en marge de la révolution mondiale qui est en train de se produire dans tous les pays du monde. On a dépassé les générations X, on a dépassé les générations Y dans tous les pays du monde, y compris les pays les moins avancés, les moins démocratiques. Ce sont les générations Z qui sont en train d'arriver. Ces générations Z, c'est les générations des 18-25 ans qui sont appelées à prendre en main leur pays et à jouer des rôles majeurs, tant sur le plan social, économique que politique. Ils ont leur propre militantisme, ils ont leur manière de faire la politique. Et on le voit à travers juste un exemple qu'on a vécu il y a 2 semaines en Finlande, où la jeune Premier ministre n'a que 34 ans. Elle s'est entourée de jeunes qui ont le même âge ou un peu moins âgés qu'elle. En Autriche, un chancelier d'une trentaine d'années, dans tous les pays du monde, des chefs d'État qui ont 40 ans, 45 ans, comme ici au Canada, avec un chef du gouvernement, Premier ministre qui a 45, 46 ans, qui a son 2e mandat. Nous ne pouvons plus supporter d'être gérés par une gériatrie inculte, militaire, qui a une pensée militaire dictatoriale. Ça ne marche plus. L'avenir appartient à cette jeunesse-là. Les jeunes sont blasés et ils n'abandonneront jamais. Ils vont s'impliquer comme se sont impliqués leurs aînés dans les années 54 pour arracher leur dignité et leur liberté. Cette génération-là va transformer l'Algérie, qu'on le veuille ou pas. Il y a une autre manière de s'engager à faire de la politique. Nos jeunes sont en train de la démontrer. Si Ibrahim était, comme moi, ébloui par la créativité de ces jeunes-là, c'est de l'art, c'est de la politique à l'état extrêmement pur que ces jeunes-là n'ont jamais cessé de brandir à la face de toute la planète depuis 10 mois. Et donc, moi, je suis très content qu'on ait déjà franchi cette première étape, qu'on ait, pour la première fois depuis 62, tiré le rideau pour voir la face hideuse et laide de la dictature militaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont désigné leurs représentants et leur façade civile qu'il est possible pour eux de retirer le rideau et de ne plus se faire voir. Nous les avons démasqués. Cette jeunesse les a démasqués aujourd'hui. Nous savons qui tirent les barons du jeu. Nous savons que c'est des forces qui sont antinationales, antipatriotes, qui ne veulent pas le bien de ce peuple et de ce pays-là. Et ils ne peuvent pas continuer. Ils sont en train de partir. S'ils ne partiront pas, c'est la biologie qui fera son œuvre. Et c'est la nouvelle génération qui représente 70-75% du peuple algérien qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Alors, Adel Jabbar, il nous reste 2 sujets à examiner. Je vais vous demander à vous 3 d'être assez dynamiques. Il faut aborder de façon assez succincte les 2 sujets qui arrivent. Nous allons parler des réactions à l'international, puis nous parlerons de cette répression sauvage, féroce, qui s'est abattue sur l'Oranais, tout l'ouest algérien. Nous essaierons de comprendre pourquoi. D'abord, nous allons voir quelques images sur la réaction de la presse internationale.
Alors, sur le plan diplomatique, plusieurs pays ont déjà réagi. Le maréchal président Sisi qui félicite son frère et Abdelmajid Tebboune, la Chine et la Russie aussi. Mais la réaction la plus extraordinaire est celle de l'allié naturel et habituel du régime habituellement, la France, qui pour cette fois-ci, tout en restant dans une extrême réserve, hein, il ne s'est pas ingéré du tout. Vous allez écouter mot à mot. Il a dit « je prends note », le président français, mais on dirait qu'il voulait qu'on sache que sa sympathie allait surtout au peuple algérien. Nous allons l'écouter. Un mot sur l'élection en Algérie, l'élection d'Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'un ancien ministre de Bouteflika peut mener les changements tant attendus par le peuple algérien? Merci. J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Comme vous le savez, je suis très attentif à la situation en Algérie et aux aspirations que le peuple algérien exprime avec beaucoup de responsabilité, de civisme, de dignité depuis plusieurs mois. Je n'ai pas, de là où je suis et en ma capacité, à commenter ou à donner des bons points ou des mauvais points ou faire des pronostics. Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s'ouvrir entre les autorités et la population. Et il appartient aux Algériens d'en trouver les voies et moyens dans le cadre d'un véritable dialogue démocratique. Et je leur dis avec respect et amitié que dans ce moment crucial de leur histoire, la France se tient à leur côté. Alors, Hassan Zahraoui. Voilà, ben écoutez, on a regardé la presse internationale qui dit, moi j'ai retenu un certain nombre de réactions. On dit l'élection et après. Ouais. Mais surtout, tout le monde sait que l'élection, au fond, les gens regardent, s'étonnent, parce qu'il y a une sorte de pièce de théâtre qui s'est jouée. Alors on avait droit à un fauteuil roulant, après on avait droit à un cadre, et maintenant c'est comme dans Hamlet, les spectres, les revenants. Moi, je dirais plutôt le grand guignol. Oui, enfin, utilisez. Moi, les spectres, j'aime le théâtre, je dis les spectres qui reviennent. Ouais. Bon, mais là, je pense que l'opinion internationale n'est pas dupe. Bien sûr, les alliés, vous parliez du maréchal Sisi, normal, bon, il y a des relations étroites entre eux. La Chine a des intérêts connus, énormes, et on sait ses positions, la Russie également. Mais ce qu'il faut noter quand même, la réaction effectivement du président français, Emmanuel Macron, on dit long, parce qu'il dit quand même, il parle des aspirations du peuple algérien, et il a dit dans le cadre de la démocratie. Donc, et il a dit, de là où je suis, je n'ai pas à commenter ou à donner ni de mauvais points ni de bons points. Oui, oui. À aucun moment, il n'a parlé de la fraude électorale. À aucun moment, il n'a rien dit de... Jamaldine, ce n'est pas... Pourquoi alors en Algérie, est-on en train de parler d'ingérence, d'attitude hostile, alors qu'il n'a rien dit en fait. Non, mais vous savez très bien comment on fait. Cette stratégie qui consiste à dire le Hizb français, c'est la France qui... les complotistes, etc., c'est la France. C'est Macron même qui dicterait ce qu'il faudrait faire. Tout ça, je pense que ça relève des fantasmes liés à une histoire, à un contentieux, mais la réalité est que le président de la République française, lui, de là où il est, il ne peut pas trancher directement. Mais on voit bien, quand on dit en journalisme, lire entre les lignes, et vous en savez quelque chose, Jamaldine, eh bien, le président français a pris fait et cause pour le Hirak, mais il ne peut pas condamner, parce qu'il est des rapports entre les deux. Il n'a pas dit que j'ai pris fait et cause. Non. Il a dit exemplaire, je salue cette... C'est une façon de dire sans dire. Oui. Non, il n'a pas, il ne peut pas. De là où il est, il ne peut pas prendre une position. C'est la première fois, par contre, qu'un chef d'État français sort des logiques de la France-Algérie, où on apporte outrancièrement son soutien au régime des généraux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas dit félicitations. Ouais. Ce que je retiens... Il n'a pas dit félicitations. Oui, il n'a pas dit félicitations. C'est ça qu'on lui reproche. Oui. Non, écoutez, vous savez très bien que quand c'était Bouteflika, il dit félicitations, je félicite le président algérien. Là, il n'y a pas de félicitations, parce que Macron a des observateurs en Algérie, il sait très bien ce qui se passe, il sait très bien comment ce Hirak est déterminé.
Moi, j'ai retenu donc, et après, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a une élection, qu'est-ce qui se passe? On entre dans une zone d'incertitude, mais surtout... Nous devons aller vite, oui, Zaroui, hein. oui. Mais j'ai pris surtout bon, deux choses que je voudrais dire. D'abord, par rapport à comment l'intervenant, rappelez-moi son nom du Canada, Al-Djabbar. Moi, c'est pas la peine que je le répète ici. J'ai dit que c'était la génération McDo, la génération de la mondialisation. Regardez ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe un peu partout. La jeunesse du monde entier. Ce sera une autre génération que celle de McDo. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas. Je parle pas de McDo. C'est plutôt de l'altermondialisme que le mondialisme. Non, mais quand je parle de McDo, c'est-à-dire à l'échelle d'une jeunesse qui consomme avec la génération des réseaux sociaux, disons Facebook, Google, etc. Ça, c'est un fait entendu. Mais ce que j'ai retenu parmi tous ces commentaires, puisqu'il faut aller vite, c'est l'acte 2 du Hirak, du mouvement. Donc je pense qu'on va passer à l'acte 2. Maintenant, le mouvement, ce mouvement révolutionnaire, comme je l'appelle, eh bien, il doit trouver, il doit s'interroger, il doit tirer les leçons de ce qui s'est passé, de l'élection qui vient d'avoir lieu, et d'adapter sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Mais moi, je répète ma confiance dans cette jeunesse et dans cette génération. Brahim et Younsi, dans ce peuple. Sur cette déclaration de Macron, mais aussi sur celle de la Chine. Alors, pour la Chine, la Russie, l'Égypte et les autres, le monde arabe, qui ont félicité Tebboune, personne n'a parlé d'ingérence, c'est normal. Ce sont des relations protocolaires, j'allais dire. Mais à M. Macron, qui n'a dit que je prends note et qui n'a pas félicité, et qui a dit qu'il a toute sa sympathie pour le peuple algérien, on parle d'ingérence, on parle d'actes hostiles, de déclarations hostiles. Permettez-moi d'abord une chose avant, oui, pour revenir au sujet précédent. D'accord. Le peuple algérien, de façon générale, oui, et la révolution en particulier, qui est le peuple, oui, c'est que Gaye Saïh l'a trahi. Elle ne peut pas discuter avec lui parce qu'il l'a trahi. Elle ne peut pas discuter, la population ne peut pas discuter avec son représentant parce que son chef l'a trahi. C'est de la trahison pure et simple. En quel sens il a trahi? Il l'a trahi parce qu'il a fait actionner, parce que le peuple le demandait, l'article 102. Oui. Il a dit j'applique l'article 7 et l'article 8. Oui, et souveraineté revient au peuple. Et il nous sort un Tebboune. Revenons à Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron est devenu idéaliste? Vous posez la question? Je me pose la question moi-même. Ouais. Parce que le monde, les relations internationales sont divisées entre réalistes et idéalistes. Mais les réalistes... Les réalistes, généralement, ne sont pas à la tête des États. Hein. Ah non, non. Les idéalistes. Oui. Pardon. Bon. Pardon. Mais M. Emmanuel Macron est à la tête d'un État, donc il n'est pas un idéaliste, certainement pas. Ce n'est pas un idéaliste, ouais. C'est un réaliste. C'est un réaliste et le plus grand, le fondateur, si j'ose dire, après Machiavel, du réalisme, c'est un Allemand devenu américain qui s'appelle Hans Morgenthau, et qui a parlé du réalisme pour dire que le monde est un monde de réalisme. Le monde est un monde de réalisme. Cela veut dire que c'est un monde sans pitié, c'est un monde implacable. C'est un monde implacable, mais c'est un monde des intérêts. Et seulement des intérêts. Je ne vais pas citer entièrement ça. Un monde des intérêts. Pensez-vous que Emmanuel Macron laisse tomber ou laisserait tomber les intérêts de la France? D'abord, il aurait tort. Évidemment. Il aurait tort. Il n'est pas pour autant. Je crois qu'il y a... Mais n'est-il pas dans l'intérêt de la France de prévenir une crise majeure en Algérie? Non, si ça explose en Algérie, ce serait grave, y compris pour la France. Et la France aura été grandement responsable de ce qui est arrivé pour avoir soutenu un régime aussi atroce. Je crois que les analystes français ont fait ce type d'analyse. Ce que je voulais dire, entre autres, l'idée, comme la dernière fois, c'est un peu évaporé. Oui, mais je reviens à vous, si vous voulez. Oui. Parce que nous n'allons pas pouvoir traiter le troisième sujet. Vous avez pris trop de temps, je vous avais demandé d'aller un peu vite. Je n'osais pas vous interrompre, mais vous avez un peu débordé. Et donc, nous ne pourrons pas aborder, c'est pour ça que je vais en parler très vite, nous ne pourrons pas aborder... Allez-y. Vous croyez que Emmanuel Macron a créé
délibérément, parce que ce n'est pas spontané ce qu'il a dit. Oui. Il regardait, il lisait son texte. Il a réfléchi. Il lisait son texte. Oui. Et c'est conseillé. C'est pas spontané. On ne peut pas être spontané dans un sujet pareil. Il a créé un incident diplomatique. Oui, c'est incident, peut-être pas, mais en tout cas. Non, c'est un incident. Il a fâché le sérail. Parce qu'il sait, que Abdelmadjid Tebboune a une légitimité entre guillemets américaine. Et nous en avions parlé il y a quelques semaines. Ce sera l'objet peut-être d'une autre émission. Nous n'allons pas pouvoir parler d'un sujet très important, qui est celui de la répression féroce qui s'est abattue sur Oran. Nous en parlerons demain, très probablement, comme nous l'avons dit tout à l'heure en off, parce que le régime cherche à ne pas avoir un deuxième bouc émissaire. Il veut que le seul bouc émissaire soit la Kabylie. Si les autres régions font jonction avec la Kabylie, c'en est fini de lui. Et là, il le sait très bien. Mais nous ne pourrons en parler que demain. Adel Jabbar, sur ses déclarations à l'international, pour féliciter le monsieur Tebboune, ou pour dire juste « je prends note » et pas plus. Bon, les puissances internationales, comme le disait si bien Ibrahim, on le sait, les relations internationales sont basées uniquement sur les intérêts et la force éventuellement. Ça, c'est une chose. Si elles font ces déclarations, c'est parce que l'Algérie, aujourd'hui, est un casse-croûte qui a été offert à ces puissances internationales, dont le petit émirat du Moyen-Orient. Donc, Macron dit ou ne dit pas, ça ne change strictement rien à l'équation algérienne. Vous savez une chose, c'est que ici, moi, je suis à 300 ou 400 kilomètres de la plus grande bourse du monde, des deux plus grandes bourses du monde, le Nasdaq et le Dow Jones. Des fois, vous vous réveillez le matin et il vous dit la bourse a perdu 500, 600 points. Vous savez pourquoi? Parce que les investisseurs ne sont pas en confiance. Le peuple algérien et ce gouvernement illégitime et ce pouvoir illégitime depuis 1962 ont un énorme conflit de confiance. Tant et aussi longtemps que la confiance n'est pas rétablie, et elle ne se rétablira que lorsque nous aurons un jour la chance de choisir nos représentants, non pas de laisser une junte militaire les désigner. À ce moment-là, on mettra un pied dans la modernité et dans l'avenir. Sinon, pour paraphraser un dicton tunisien, il me dit, donc qu'il nous fasse une offre. Tendre la main ou tendre le pied, ça ne change rien. Nous savons que c'est le pantin de gens qui ont de vieux généraux, qui sont derrière le rideau, qui continueront aujourd'hui, demain et après-demain, tant que les choses ne changeront pas, de tirer les ficelles des marionnettes. Donc, ils ont eu leurs marionnettes, mais ça ne trompe plus les gens. Je vous dis, ce peuple-là cette génération n'est pas la nôtre. Regardez l'Algérie avec les yeux de ces jeunes-là. Discuter avec eux, aller au plus profond. Deux mots, Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre avant de nous quitter. Deux mots, mais alors vraiment en 30 secondes, sur cette répression qui s'est abattue sur l'ouest du pays pour la détacher de la solidarité avec la Kabylie. Ça fait partie du plan. Moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'à force de taper comme ça, ils risquent de faire de l'Algérie le deuxième Soudan. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui détruire les liens de solidarité qui ont été retissés par les Algériens depuis 10 mois. Je vous assure, je vais vous dire quelque chose. En 1994, j'étais en Afrique du Sud, avant son indépendance. Wallahi al-Adim, ce que j'ai vu dans les images qui me sont parvenues m'ont définitivement rappelé la brutalité, la violence et le crime de la police, de l'apartheid contre des populations noires. C'est le sentiment que j'avais et ça a réveillé en moi de très profonds traumatismes que moi-même j'avais vécu quand j'avais 8 ans, quand je voyais les parachutistes venir chez nous à 2 h du matin, enlever mon oncle et mon père pour les faire disparaître. Merci Adel Jabbar, désolé de vous interrompre. Alors, Hassan Zahraoui, mais très vite, 30 secondes sur cette répression sauvage qui s'est abattue sur l'Ouest. Nous en parlerons plus longuement demain.
Oui, c'est une stratégie consistant, évidemment, là, il y a un nouveau président qui va être élu, et qui vient d'être élu, qui va être élu, vous voyez, là, c'est intéressant. Tout simplement, une stratégie, effectivement, il décentre un peu le regard, mais la Kabylie reste au centre, elle est toujours, les Kabyles, c'est de là que part toujours la contestation, mais là, c'est pour, effectivement, entrer dans un scénario, mais le peuple doit rester pacifique, même Karim Tabou, on salue tous les prisonniers d'opinion, il faut qu'ils sortent, Bougra, Tabou et les autres. Et un mot pour, quand même, il était sur le plateau avec moi. Non, je finis, Jamal, pardon, parce que c'est important pour Nikaz, même si je ne suis pas d'accord sur certains de ses propos. Non, nous parlons de tous les détenus politiques. Absolument, non. J'ai eu de la sympathie pour Rachid Nikaz et je ne voudrais pas le voir condamné à mort, tout simplement. Condamné à mort ? Il risque la condamnation à mort. Oui, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Et là, ce tapage sur l'Oranie, ça fait partie de la peur, de la stratégie. Ils n'ont pas compris que c'est la peur qui a mené le peuple. C'est ce thagra, ce mépris, ce déni de droit qui a mené le peuple là où il est. Il doit rester pacifique. Brahim Youssi, très vite, s'il vous plaît. On ne peut qu'exprimer, bien sûr, notre solidarité avec nos compatriotes de l'Ouest, parce qu'ils sont réprimés d'une façon sauvage. Et pour ce qui est de Tebboune... On parle même de très mauvais traitements dans les commissariats. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont fait dans les années 90. Oui. Ils sont de répéter les mêmes pratiques dans les années 90. Mais une question pour finir. Oui. Abdelmajid Tebboune, président pour combien de temps? C'est la question qu'il devrait se poser. Oui. En tout cas, merci Brahim Younsi, merci Hassan Zahraoui, merci Adel Jabbar, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je rappelle que la répression qui s'est abattue sur l'Ouest, nos compatriotes de l'Ouest doivent faire l'objet de toute notre solidarité. Où que nous soyons, nous devons être avec eux. Nous ne laisserons plus jamais une quelconque région être isolée. On ne les laissera pas nous faire l'histoire des Horaces et des Curias, c'est ça, Brahim Younsi. Rappelons-nous une chose. C'est nous les vainqueurs. C'est le peuple algérien qui a vaincu ce régime. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont réussi à passer leur fantoche à 40%, qu'ils ont réussi. Il ne faut pas laisser nous diviser, par contre. C'est ce qu'ils vont faire en premier. Ils vont tendre la main, comme il a dit lui, au Hirak et ouvrir la porte du dialogue. D'abord, les Algériens n'ont pas demandé de dialogue. Ils ont demandé des négociations et pas avec Tebboune, avec les chefs de l'armée qui sont le vrai pouvoir. Et si c'était pour aller au dialogue, ils auraient donc été aux élections, c'est mieux. S'ils auraient eu leur propre candidat, et là, on serait au cœur du pouvoir et on pourrait dialoguer. Mais ce n'est pas le cas. Les Algériens ont refusé ces élections. Ils ne veulent pas dialoguer avec un sous-fifre. Ils veulent négocier avec les vrais détenteurs du vrai pouvoir. Selmiya, khawa, khawa. Khawa la khair b'slama. الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا وحاضرة اللي بيفهم بالإشارة والباطل ما عليه نور والباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حالي دوم يا